On va passer en revue un ensemble de revendications concrètes que le GOUV va travailler avec Anis dans le cadre de sa feuille de route à paraître très bientôt sur le site du GOUV. Donc, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, ceux qui nous regardent, mais de toute façon, on va écrire tout ça au propre et le mettre très bientôt sur le site. Donc, l'idée, c'est, pour ce qui concerne le ministère d'Anis, de proposer un projet qui permette le rééquilibrage du système fiscal français. Alors évidemment, il y a un objectif final, c'est l'emploi, le plein emploi ou le maximum d'emploi, la réorientation du capital improductif de la sphère financière vers l'investissement productif et l'investissement au sens de Claude Rochet, et le retour vers le travail des 200 milliards captés par le capital ces 30 dernières années. Ces 200 milliards qui sont passés du travail au capital à une époque où la France fonctionnait bien, était en pointe, innovait, construisait plein de nouvelles choses. Et c'est depuis les années fric, hein, évidemment, que ces 200 milliards ont été captés par le capital. Il s'agit de trouver les moyens de les rendre, de faire circuler l'argent de manière utile et de manière juste, en taxant l'argent lui-même, en taxant le capital, et pas la sueur, pas le travail, avec des nouvelles taxes qui rapporteront directement ou qui auront un impact productif sur le dos des secteurs improductifs. Donc, Anis arrive avec plein de propositions, dont 3 nouvelles taxes importantes. Alors, la première sur laquelle nous avons un expert ici, il faudrait que Gwen à la régie contacte Marc Chenet pour qu'il vienne nous rejoindre, puisque c'est un des spécialistes suisses de taxes sur la transaction financière. Il est à l'origine d'une initiative en Suisse, donc les Suisses vont devoir voter pour décider s'ils implémentent une microtaxe sur les transactions financières. Donc c'est le rêve de beaucoup de gens depuis longtemps. Ici, on a Jacques Nikonov, ancien président d'Attac, qui en avait fait un de ses chevaux de bataille. La question, c'est comment appliquer, quel taux appliquer, quelle assiette choisir pour cette taxe sur les transactions financières. On a choisi d'adapter le modèle suisse à la France, donc la proposition que Marc et d'autres ont faite. On a adapté le taux, on a gardé l'idée d'une taxe vraiment microscopique, c'est-à-dire indécelable pour la plupart des gens, mais qui s'applique sur absolument toutes les transactions financières, du haut vers le bas, du bas vers le haut, de la France vers l'étranger ou l'inverse, au sein du pays et en intraday pour les traders, c'est-à-dire sur toutes les transactions financières et pas juste le calcul de la différence et du petit montant qu'on a gagné en fin de journée. Donc, ça va évidemment, et Anis va nous l'expliquer en détail, occasionner la disparition de beaucoup de transactions financières, à commencer par toutes celles qui sont inutiles, voire totalement improductives. Et donc, nous accueillons Marc Chenet. Salut Marc. Salut, salut, bonsoir. Donc, je viens de faire la petite introduction sur Oui. la microtaxe. Est-ce que toi, avant que Anis prenne la parole pour nous donner quelques détails, tu peux nous faire un petit topo sur l'esprit de cette taxe et pourquoi vous avez eu cette idée en Suisse et puis un peu l'initiative en cours? Avec plaisir. Donc voilà, l'idée est la suivante. Le volume de transactions électroniques est gigantesque. Il s'agit d'à peu près 150 fois le PIB. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Suisse, c'est vrai pour de nombreux pays. Et c'est au moins 150 fois le PIB. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès à toutes les données. Par exemple, les transactions intrabancaires à l'intérieur d'une même banque. Par exemple, les transactions à haute fréquence, à la milli ou à la microseconde, etc., etc. 150 fois le PIB, et si on considère cela comme une assiette fiscale, ça permettrait de travailler avec une microtaxe, justement. Donc, l'ordre de grandeur serait de 0,1%. Avec 0,1%, en Suisse, on pourrait faire disparaître 3 impôts, dont la TVA. Donc, c'est ça l'idée, simplifier un système fiscal archaïque, le mettre à jour, et bien comprendre qu'à l'heure de la digitalisation de l'économie, il est contre-productif de taxer le travail et la consommation comme on le fait. Donc voilà, c'est cela l'idée. La Covid a été à l'ordre du jour de votre réunion un peu plus tôt. Les montants récupérés pourraient aussi permettre
d'aider financièrement tous ceux qui souffrent de la Covid, sans augmenter le niveau de dette très important. Voilà. Donc c'est une idée nouvelle, qui n'est ni à gauche ni à droite. Nous, on pense en Suisse que c'est une idée intelligente et qu'on essaye de pousser. Alors en Suisse, on a la chance d'avoir un système de démocratie directe. Donc on a lancé une initiative, un timing qui est un peu particulier, c'était avant le début de la Covid. On a eu 3 mois de plus, on a 1 an et demi pour recueillir 100 000 signatures. On en est à 35 000 et on a jusqu'à novembre. On va voir si on y arrive. Et si on y arrive, eh bien, le pays va voter dans environ 2 ans sur cette initiative. On a envoyé une page de texte au gouvernement. Le code des impôts aux États-Unis correspond à 75 000 pages. Nous, on a envoyé une page. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est très simple à comprendre. 0,1% sur toutes les transactions, pas seulement les transactions financières, c'est-à-dire les achats d'actions, d'obligations, etc. Tout. On va au restaurant, on va chez le coiffeur, on retire de l'argent à un distributeur automatique, on retire 100 €, on paye 10 centimes. Tout est fait de manière simple et automatique, sans exception aucune. Et c'est ça qui fait la force du projet. Voilà ce que j'ai essayé de résumer rapidement. Je ne pourrai pas rester très longtemps, mais il y a peut-être des commentaires ou des questions. Je vous prie de m'excuser, j'ai des contraintes ce soir, mais s'il y a quelques commentaires d'ores et déjà, je reste encore quelques minutes. Alors oui, des commentaires à ce stade avant qu'on rentre dans les détails sur le principe de la taxe. J'ai une question. Moi, je trouve le système astucieux, en effet. Alors, j'ai pas travaillé ce sujet. Je ne le connais pas, je le découvre en vous écoutant. Et en vous écoutant précisément, je vois un biais, mais qui n'en est pas forcément un, c'est l'encouragement au cash. C'est-à-dire, si les gens sont prélevés même 0,1%, ils vont avoir tendance à utiliser du cash dans les paiements. Je peux vous répondre tout de suite, si vous voulez. Oui, volontiers. Si vous voulez, pour avoir accès au cash, il faut passer par le distributeur automatique. Bien sûr, bien sûr. On est plus rémunéré avec des enveloppes. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez au distributeur automatique, vous retirez vos 100 €, vous payez 10 centimes et vous faites ce que vous voulez avec le cash. Mais on imagine difficilement que des personnes se promènent avec des valises de cash pour échapper à 0,1%, alors qu'ils risqueraient de se faire voler ces mêmes valises dans la rue. Là, on parle de 0,1%, pas de 10% ou de 20%, si vous voulez. Donc ça, le risque nous semble extrêmement limité, on va dire. L'idée, c'est ça, c'est même 0,1%, voilà, autant dire un millième. De tout. C'est ça, un millième. Et ça, vous l'avez déjà sur les transactions financières. Oui, mais ça serait pour l'ensemble, toutes les transactions électroniques. Mais sur les transactions boursières, vous avez déjà, et c'est 0,15, c'est pas 0,10. Attention. Les lobbies en France en particulier ont été très actifs pour que les produits dérivés soient exemptés de ces transactions. On est d'accord. Voilà, mais ça. Alors, c'est juste sur certaines actions émises en France d'entreprises françaises qui dépassent un certain chiffre d'affaires. Enfin, ça concerne très peu de transactions. Voilà. De la même manière que la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires qu'a prétendu faire Hollande ne concerne finalement que très peu de business. Exactement. À chaque fois, il y a une annonce. C'est ça. Et alors, si je peux me permettre de donner un élément de contexte, à la base, l'initiative est européenne. Olivier, mais ils ont été capables de rien faire et Hollande a avancé ce truc qui est vraiment presque rien par rapport à ce qu'on veut proposer. Mais Anis, vas-y si tu veux commencer à détailler. Pour répondre à Jacques d'abord, c'est en France déjà on ne peut pas dépenser plus que 1 000 € en cash. Donc là, ce que touche cette taxe-là, c'est les gros montants. Et pour répondre à Olivier, moi j'étais trader, je la payais pas la taxe par exemple. Et tous les traders de fréquence la payaient pas. Donc là, l'idée c'est de payer tout. Mais par contre, alors là. C'est pour ça qu'on a parlé, donc Marc parle de 150 PIB. Moi, je pense que, par exemple, si on décide demain de taxer chaque Français de 1 €, l'assiette ne va pas bouger. Les gens ne vont pas se tuer pour 1 €. Ici, si on décide de mettre 0,10% de taxes sur toutes les transactions, il y a énormément de transactions financières qui n'auront plus lieu. Par exemple, si on compte que l'État français va emprunter juste 5 milliards sur une journée, vous ne vous rendez même pas compte le nombre de transactions qu'il y a autour de ces 5 milliards. C'est peut-être fois 100. Olivier le sait peut-être mieux que moi, il était dans ce domaine-là. Ça achète, ça revend, ça achète, ça revend. Tout ça pour que l'État puisse emprunter 5 milliards. Et donc, c'est pour ça que on a décidé avec Fabrice de diviser l'assiette x3, juste pour être conservateur.
Et c'est pour ça que je me dis qu'une bonne chose, ce serait la première année de la mettre à 0,05 ou à 0,010 et voir ce que ça donne en fait. Exactement. C'est ce qu'on a prévu en Suisse. La première année, on commencera avec 0,05 pour 1000. Donc, on paye 1000 €, 5 centimes de taxes, de micro-taxes. Donc, invisible. Mais quelle est l'idée? L'idée est de mettre à jour cette black box. Parce que c'est une black box. On ne sait pas exactement le volume. Est-ce que c'est 150 fois le PIB? Est-ce que c'est 200 fois? Est-ce que c'est 400 fois? Donc, avec une taxe quasiment invisible, on en saura bien plus après un an. Et après ça, on ajustera. Je reviens rapidement sur les dérivés auxquels je faisais allusion. Pour vous donner une idée de leur importance, en Suisse, la bourse publie des statistiques chaque semaine. Et ce qui a été publié en mai, en septembre et pendant la deuxième semaine d'octobre est dément. Le volume, le volume, les valeurs nominales des dérivés correspondent à 27 000 fois le PIB suisse. Je répète, 27 000 fois le PIB suisse. Tout ça suscite des transactions énormes. Donc, l'idée, c'est de prendre 0,1% sur toutes ces transactions. Il y a trop de transactions dans l'économie, c'est insensé. Et ça génère un déséquilibre permanent. Juste pour reprendre un peu de hauteur, moi, sur ces taxes, là, l'idée, c'est pas de remettre des taxes et de taxer encore et toujours. L'idée, c'est de dire comment on peut faire en sorte que on rémunère un peu plus les travailleurs et on essaye, le mot est fort, mais je l'ose, pénaliser l'accumulation. On le voit avec toutes les injections qu'il y a eu de monnaie dette. Il y a de plus en plus de gens qui accumulent de l'argent. Et quand on dit des gens, ce sont des institutions, des gens très très riches. On ne parle pas du ménage qui a mis 5 ou 10 000 € de côté. Hein. On parle de gens qui mettent des centaines de millions, s'il faut, de côté, dans des paradis fiscaux ou ailleurs. Et l'idée, c'est de dire comment on va faire en sorte qu'on va pénaliser l'accumulation pour qu'on puisse récupérer un peu de taxes et de l'autre côté, défiscaliser la sueur, le travail. Pour vous donner une idée, Macron a eu cette idée en fait. Lui, il a eu une autre approche. Il s'est dit qu'il y avait de l'argent qui était très très mobile et qui pouvait bouger en 2 secondes. Et cet argent-là, il avait peur qu'il parte, ou il voulait, c'est peut-être ceux qui l'ont élu, voilà, j'en sais rien. Mais il a défiscalisé cet argent-là. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la suppression de l'ISF et transformation en IFI. Pourquoi ça s'est transformé en IFI? Parce que le petit ménage qui a un deuxième appartement et qui le met à louer, qui lui rapporte des loyers certes, mais qui doit payer dessus des impôts, il y a des charges, il y a le plombier qui arrive, donc ça fait tourner l'économie. Sur celui-là, il ne peut pas se déraciner, il ne peut pas partir ailleurs, donc il le taxe. Et l'idée, c'est de dire, donc chez lui, c'est plutôt, je vais taxer la richesse qui est enracinée, la petite PME, le petit ménage qui a un peu d'argent de côté, et je vais vraiment mettre bien les gens qui accumulent et qui ont de l'argent mobile, des actions ou du cash qui peut se déplacer à la seconde, à la vitesse de la lumière. Et donc voilà, quelle est l'idée de ces 3 taxes? C'est de prendre un peu à l'argent accumulé pour le redonner aux travailleurs par la suppression de la CSG et aussi par une réduction des impôts sur le revenu pour que 90% des Français ne payent plus l'impôt sur le revenu. On ne veut plus qu'il y ait d'impôt ou presque sur la sueur. Voilà. Avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que je pense qu'effectivement, il serait très utile de diminuer puis d'abolir la CSG. On est tout à fait d'accord. Et juste un dernier point, la microtaxe n'est pas une flat tax. Il faut comprendre que les personnes les plus riches effectuent bien plus de transactions que les plus pauvres ou la classe moyenne. Lorsqu'on reçoit un salaire, d'habitude, on paye ses factures, donc c'est 1 pour 1. Par contre, ceux qui disposent d'un portefeuille d'actifs, parce que quand on commence à économiser, on passe par l'immobilier, puis après ça, portefeuille d'actifs. Après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, le temps de détention moyen d'une action était de l'ordre de 6, 7, 8 ans. Maintenant, c'est de l'ordre de quelques semaines, voilà, pour donner une idée. C'est-à-dire que l'argent circule énormément, et l'idée, c'est de taxer cela. Donc, en fait, il y a un éléphant blanc dans la pièce, et la plupart des politiciens ne souhaitent pas le voir ou ne le voient pas. Eh bien, nous, on va le mettre en lumière, cet éléphant blanc. Je vous prie de m'excuser, je dois m'absenter, mais si cela vous intéresse, on pourra avec grand plaisir se retrouver lors d'une prochaine réunion. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, l'idée avec les taxes dont on va vous parler, pour le moment, on n'en a présenté qu'une, c'est que ce soit des taxes très simples, c'est-à-dire qu'aucun Français ne soit contraint de remplir une feuille d'impôt pour cette taxe. Tout se passe au niveau des banques, tout se passe sur le relevé de compte.
C'est les banques qui transfèrent directement l'argent à l'État et qui sont d'ailleurs payées pour cette prestation de collecteur de taxes. Donc, ce sont des taxes avec des coûts de collecte vraiment très réduits. Donc, la première, c'est cette taxe sur les transactions financières. Donc, si on part du principe qu'on divise par 3 les estimations de Marc Chenet au niveau de ce que ça pourrait rapporter, on est quand même sur un chiffre de 120 milliards par an. Donc, c'est assez astronomique. C'est une bonne partie des 200 milliards qu'on vise à faire rebasculer du capital vers le travail. Parce qu'ils viendront essentiellement du capital. Ça, on verra quand on va faire le bilan de ces 3 taxes après les avoir présentées. La deuxième, je vais laisser Anis parler de la microtaxe, non pas sur l'argent qui se déplace, mais sur l'argent qui dort, sur l'argent non investi. Encore une fois, alors, elle va paraître peut-être injuste à certains, cette taxe, parce que ça touche l'épargne, en gros, mais pas l'épargne qui est investie en PEA ou en PEL ou dans un livret A, c'est l'épargne vraiment qui est sur les comptes. Mais notre but, c'est pas de toucher celui qui a ou le ménage qui essaye d'avoir un coussin de sécurité. Par exemple, si une personne essaie d'avoir 10 000 euros de côté en cas de coup dur, c'est pas cette personne-là qu'on taxe. Donc, jusqu'à 10 000 euros, il n'est pas question de taxer celui qui a de l'argent sur son compte. Ce qu'on cherche à taxer, par exemple, c'est au niveau européen, les multinationales ont mis de côté 1500 milliards en trésor. C'est-à-dire qu'elles profitent de l'argent qui est injecté par la BCE, qui est gratuit, mais elles ne le réinvestissent pas. Donc, cet argent s'accumule, coagule. Nous, notre idée, c'est d'aller contre la coagulation, de faire que cette monnaie circule. C'est ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie. Et pour le faire, on veut juste piquer un tout petit peu. Quand je dis piquer, excusez-moi, c'est pas piquer voler, hein, vraiment comme un acupuncteur, piquer au bon endroit pour que pour 100 euros détenus par jour, on prenne 1 centime. C'est vraiment rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 20 000 euros par an, constamment sur son compte, il va lui être prélevé 260 euros. L'idée, c'est pas de taxer celui qui a 20 000 euros. On lui prend 260 euros, on lui rend beaucoup plus sur la CSG ou sur le revenu du travail s'il en paye. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces multinationales qui ont de la trésor. Par exemple, je vais donner une idée, c'est peut-être pas une banque, une boîte française, c'est Apple. Apple a 300 milliards dans des paradis fiscaux. Ça rapporterait 8 milliards à répartir entre tous les États où Apple fait du business. Voilà, c'est plutôt cet argent-là qu'il est question d'aller chercher. Alors, certains peuvent dire que l'inflation fait déjà cet effet-là, mais là, ça sera encore plus concret. Que le fait qu'il y ait cette taxe qui soit prélevée, c'est encore plus concret, c'est encore plus franc que de faire de la création monétaire et de diluer l'épargnant. C'est pour inciter les gens à ce que leur argent circule constamment. Voilà, donc évidemment avec un seuil qu'on pourrait fixer par exemple à 10 000 euros pour les particuliers. Donc ça permet d'avoir un matelas satisfaisant. C'est une micro-taxe, donc ceux qui dépassent un petit peu ce seuil vont même pas le sentir passer. On peut imaginer un dispositif, si par exemple on vend un bien immobilier, qu'on se retrouve avec une énorme somme sur son compte pendant 2 mois, 3 mois, de dégréver cette taxe des droits de mutation au moment de l'achat d'un nouveau bien ou de l'investissement, du transfert de l'argent vers n'importe quel autre compte. Voilà, c'est une taxe facile à éviter à condition de faire circuler son argent. Et c'est le meilleur moyen de diriger l'épargne dans tous les sens. Alors après, ces taxes sont complémentaires, c'est-à-dire que là, Anis a parlé de ce qui pouvait se passer à l'étranger, d'argent qui pouvait être détenu à l'étranger. Donc c'est de ça dont parle la troisième taxe aussi, pour bien montrer que c'est 3 manières différentes de ne laisser aucun échappatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit, voilà, on va taxer quelque chose, certes, mais il y a des moyens d'arbitrage, il y a des moyens de faire autrement, il y a des moyens toujours de contourner. L'idée là, c'est que certes, on est lucide, il y a des moyens de contourner, mais quand on mettra tout bout à bout, on sera forcé de passer à la caisse. Voilà. Et on parle évidemment des plus grandes fortunes et des entreprises multinationales, avec cette troisième taxe sur le rapport entre le profit mondial d'une boîte et son activité en France, son chiffre d'affaires français, à Nice.
Alors ça, c'est une idée qui est connue depuis longtemps. Elle est mise en avant par Gabriel Zucman. Je suis pas d'accord sur toutes ces idées, mais sur celle-là, je trouve qu'elle est très pertinente. En fait, comme la monnaie est comptable, comme elle peut se déplacer à la seconde, et c'est ce qui fait peur tous nos dirigeants et tous nos hommes politiques qui sont soumis à cet argent qui est rapide et qui se déplace à vitesse de la lumière, une société est capable de déplacer les profits à la seconde en Irlande, au Caïman, au Luxembourg, en Hollande, aux Pays-Bas, à Malte. Donc l'idée, c'est de dire, vous voulez faire du business. Chez nous, on a 70 millions de consommateurs pour vous. Vous êtes les bienvenus. Venez faire du business en France. Mais on va être très clair. Vous faites du profit, on le sait, et vous allez payer votre juste part du profit. C'est-à-dire que si vous faites 10, 15, vous êtes Apple, vous faites 10, 15% de vos ventes en France, vous payerez 10 à 15% de vos profits mondiaux en France. Voilà, c'est une clé de répartition qui est honnête, qui est claire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on sera très heureux d'accueillir Samsung sur notre territoire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez faire du business, payez votre juste part d'impôt. Et juste, j'ai fait vraiment au doigt mouillé une estimation sur le CAC 40. Les 40 plus grandes entreprises françaises, rien qu'à ces 40-là, ça rapporte 20 milliards. Si on regarde un peu plus, peut-être, les 1000 plus grosses sociétés qui sont capables de faire de l'évasion fiscale ou de l'évitement, comme ils disent, ou de l'optimisation, ce qui peut être récolté est bien plus. Donc, c'est une idée qui est très, très simple, qui peut être mise en place. Et il faut regarder un peu quelles seraient les répercussions sur cette idée, parce que je pense qu'il y a des États un peu qui ne veulent pas lâcher, pour parler un peu vulgairement, leur steak, parce que c'est leur gagne-pain. L'Irlande, les Pays-Bas, c'est des pays amis, Luxembourg. Il va falloir réfléchir pour voir quelles seraient les conséquences d'une telle taxe qui est simple à mettre en place et qui est juste. Je peux te poser une question, Anis? Oui. C'est possible, Fabrice, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, tu vois, sur la taxe de Gabriel Zucman, qui n'est pas inintéressante, je suis d'accord avec toi. Est-ce que Apple, par exemple, pourrait pas dire, les Français, vous pouvez acheter soit votre appareil en France, soit au Luxembourg par Internet, quoi. Et du coup, tu échappes à la taxe. Tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens pour eux d'échapper à cette taxe-là? En ce moment, ils peuvent pas. En ce moment, déjà, il y a la TVA, ils peuvent pas le faire aussi. C'est pareil. C'est que s'ils font du business en France, ils sont obligés de payer la TVA en France et ils sont obligés aussi de payer cette taxe en France. Bon, si tu penses que c'est jouable. D'ailleurs, il y a beaucoup d'argent à récupérer. Il faudrait qu'on voit. C'est, tu sais, toutes les plateformes Internet, il y en a énormément qui ne payent pas la TVA, quoi, en fait. Mais ça, c'est au courant, oui. Et on a un vrai problème. Alors, en plus, on ne récupère pas la TVA, mais en plus, les entreprises françaises comme Internet, en fait, payent la TVA, Le Bon Coin, etc. Oui, et elles ne payent pas de TVA. C'est un vrai scandale par différents moyens. Moi, sur la taxe, c'est un des points dont on va, je sais pas, peut-être parler plus tard. Il est plus bas. C'est justement d'avoir des équipes de. Je suis d'accord qu'il faut avoir des équipes qui s'occupent sur la blockchain, sur les nouvelles technologies, etc. Mais aussi, il faut avoir des équipes, des commandos qui fassent des raids dans les sociétés où qui ne payent pas leur juste impôt. Parce que il y a un peu l'idée en France que le vol en col blanc est sympathique. Il fait de mal à personne. Justement, ça fait du mal à tout le monde parce que ceux à la fin qui vont payer les pots cassés sont ni les pauvres ni les très riches. Les pauvres, ils le payent à cause des services publics. Mais c'est surtout les classes moyennes qui vont devoir mettre la main à la poche et constamment être pressés comme des citrons. Et donc, tout à fait d'accord, Anis. Moi, j'ai vu ton papier. Moi, je dirais carrément, et j'en ai discuté avec des avocats fiscalistes de ces problématiques et qui connaissent bien ces boîtes qui font de l'évasion fiscale. Pourquoi pas le patron dont la boîte fait de l'évasion fiscale, il est responsable et il va en tôle. Je pense que là, tu n'as plus d'évasion fiscale. Et pourquoi? Non, mais en plus, ça nous fait rigoler. C'est vrai qu'on trouve ça terrible. Mais un type qui va payer, qui va piquer 1000 €, tu vois, l'État dans la poste, il va se retrouver en prison. Et le patron qui pique 50 millions d'euros au Trésor français, en fait, il va juste payer une amende, même pas lui, la boîte. Et là, il y a un problème. Je crois que la prison, pour évasion fiscale voulue, ça pourrait être une idée. Sachant qu'en plus, on peut lui dire, vous vérifiez auprès du fisc, quand vous faites de nouvelles techniques d'évasion, d'optimisation, vous allez voir le fisc.
Si vous n'avez pas l'accord, dans ce cas-là, vous allez en tôle si vous êtes pris. J'habite en Angleterre, c'est incroyable comment ils font confiance aux gens sur les impôts, mais je sais pourquoi maintenant. C'est exactement ce que tu dis. Quelqu'un en Angleterre qui vole l'impôt, il est banni de cette société à limite à vie, plus la prison. Donc, ils ne badinent pas avec ça. Ils font confiance, font confiance, mais s'ils en attrapent un, c'est fini. Et sur les politiques qui font des conneries, tu les mets en tôle aussi? Ah, bien sûr. C'est pas moi que ça, c'est pas mon sujet à moi. On peut peut-être commencer par ça. C'est pas mon sujet. Je pense qu'il y a d'autres ministres pour ça. Moi, je suis pour la justice. J'ai disparu 30 secondes juste sur la finance créative. La plupart des sous qu'on doit récupérer sont évadés de manière légale, bénéficient de failles. La législation est faite pour laisser des failles et alors je sais pas, je saurais dire dans quelle proportion. Alors Fabrice, non, j'ai bossé le truc, non. Alors la vraie faille, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire que la France, par exemple, d'accord. Quand McDonald's, et on ne peut rien faire dans l'Union européenne, quand McDonald's, par exemple, fait remonter tous ses profits au Luxembourg, la France attaque de façon complètement logique, et même McDonald's reconnaît que ça ne va pas et qu'ils ont un peu truqué, etc. Et tu sais quoi? Ils ont la surprise que la Cour de justice de l'Union européenne dit « Mais non, la France n'a pas du tout le droit de faire ça. Rendez les impôts à McDonald's. » Juste, Fabrice, je voudrais répondre à Alexandre, je ne sais pas quoi. Cool, des taxes. Si c'est ça notre stratégie, autant fermer boutique tout de suite. Alors, il faut vraiment expliquer aux gens, le but, ce n'est pas de taxer, c'est de rééquilibrer. C'est juste une addition, une soustraction au niveau CP. Il y a 200 milliards qu'il faut trouver, on les trouve, et de l'autre côté, on libère le travail. Donc, si Alexandre, tu travailles et que tu vas récupérer, on va récupérer, c'est autour des 10-12% la CSG. Tu risques de récupérer tout ça en pouvoir d'achat. Voilà, alors, en gros, effectivement, si on prend ce qu'on peut estimer, on a à peu près ces 200-là, tout dépend du taux qu'on met pour la taxe sur les multinationales, mais on peut tout à fait approcher les 200. En contrepartie, la CSG totalise environ 125 milliards, concerne absolument tout le monde, les pauvres, les riches, les travailleurs, tout, absolument tout. Donc, la retirer, c'est retirer 125 milliards de pouvoir d'achat immédiatement pour la société française. Ça concerne aussi les boîtes, ça concerne les patrons, les joueurs de foot. Enfin, ça concerne vraiment absolument tout le monde. Un impôt en moins, plus de collecte, plus de services pour s'en occuper. C'est des économies absolument faramineuses. La deuxième cible, c'est donc c'est 9% de plus pour chaque salarié, hein, par exemple, à partir du brut. L'idée aussi, c'est de faire disparaître en grande partie l'impôt sur le revenu, le conserver pour les hauts revenus du capital et du travail aligné avec une fiscalité plus progressive, mais qui démarrerait beaucoup plus haut, de telle manière que à peu près 90% des ménages français en seraient exemptés. Donc, on va voir des coûts concrets, des cas concrets, et vous allez vous rendre compte. On veut aussi, évidemment, on est des gilets jaunes, hein, on se refait pas. L'essence aujourd'hui est aussi chère qu'elle l'était au moment du déclenchement du mouvement. Ça va remettre un coup d'étranglement à un certain nombre de ménages et même à un certain nombre de petites entreprises. Donc, la baisse de la TIPCE est dans nos objectifs, avec aussi la baisse du coût du travail pour les entreprises. Alors, sans rentrer dans le débat, est-ce que ce sont des charges ou est-ce que ce sont des cotisations? Oui, ce sont des cotisations, mais évidemment, tout ce qu'on propose là a vocation à financer aussi les comptes sociaux et à remplacer un coût du travail en France qui est un des plus élevés du monde. Le but n'est pas de réduire les prestations en face de sécurité sociale, de chômage, au contraire, mais de les financer autrement pour rééquilibrer totalement la barre en France, revaloriser le travail dans des proportions jamais vues, en finançant l'argent sous toutes ses formes. Et donc, ça nous donne des cas concrets que je vais vous exposer ici. Un allocataire du RSA. Un allocataire du RSA, il paye à peu près aucun impôt. La taxe sur les transactions financières, qui est le seul impôt qu'il paierait, par peut-être la redevance, et encore, lui coûterait 50 centimes par mois. 50 centimes par mois, il pourrait s'enorgueillir de contribuer directement au budget de l'État, autrement que par la TVA. Mais surtout, le fait de transférer d'énormes masses
dans la consommation et dans l'investissement, plutôt que dans la redistribution pure et dure. L'investissement productif permettra de créer beaucoup d'emplois et on peut espérer que notre cas au RSA pourrait beaucoup plus facilement trouver un emploi et ça lui coûterait 6 € par an. On va prendre un petit couple de gilets jaunes ou de travailleurs moyens français qui gagnent à eux 2 000 – 3 000 € net. C'est pas dit du tout qu'ils payent un impôt sur le revenu. A priori, si ils ont 1 ou 2 enfants, ils en payent pas. Donc voilà. Par contre, ils payent comme tout le monde la CSG. Gain net entre les 36 € que va leur coûter la microtaxe sur les transactions financières et les 4 000 € qu'ils vont gagner sur la CSG. Je vous laisse faire le calcul. Ce petit couple gagnera 3 964 € par an en plus. Donc, de quoi mettre du beurre dans les épinards, être beaucoup moins, voire plus du tout à découvert, ou se payer des belles vacances, c'est selon. On va prendre un couple de cadres supérieurs. 10 000 € net par mois pour les deux. La taxe sur les transactions financières, s'ils dépensent absolument tout, qu'ils n'épargnent rien, va leur coûter 120 € par an, c'est-à-dire presque rien. Si, mettons qu'ils aient un petit capital qui dort, comme disait Anis tout à l'heure, voilà, ils le laissent dépasser sur leur compte et ils se retrouvent avec une taxe à payer sur l'argent qui dort. S'ils ont 20 000 €, comme disait Anis, effectivement, ils en ont pour 260 € dans l'année. Donc 380 € de nouvelles taxes. En contrepartie, ils n'ont plus de CSG à payer. Je ne prends pas en compte l'impôt sur le revenu, même pas. Je n'en parle même pas, parce que je ne sais pas s'ils ont 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, donc je n'en parle même pas. Je parle que de la CSG. Ils économisent 14 000 €. C'est indécent. Donc, où est pris l'argent? Il est pris sur les grosses boîtes, même pas sur les petites. On va prendre le cas d'une PME franco-française, donc qui n'a pas de filiale dans des paradis fiscaux et qui donc n'est pas soumise à la taxe sur le profit mondial, parce qu'elle n'a qu'un profit français à proposer. Elle fait 25 millions € de chiffre d'affaires. Elle en dépense 23 dans l'année, pour un coût de 23 000 € de taxes sur les transactions financières. Pour elle, c'est l'équivalent d'un petit séminaire à organiser en plus. Donc, c'est pareil, elle ne le sent pas passer. Si elle a, on va définir un seuil pour la taxe sur l'argent qui dort pour les entreprises. Ça, c'est encore en réflexion. Mais quel que soit ce seuil, mettons que cette entreprise est 1 million au-dessus du seuil. Il lui en coûtera 26 000 € de taxes sur l'argent qui dort. Donc, un deuxième petit séminaire. En contrepartie, en fonction de sa masse salariale, mais si elle est dans la moyenne, il suffit d'1% de baisse des taxes patronales, des cotisations patronales, pour compenser ça. Et pour que ce soit pour elle une opération totalement blanche. On verra par la suite que les mêmes bénéficiaires sur la partie de ses profits qu'elle va réinvestir. Mais on parlera de ça après. Donc, qui sont les principaux contributeurs nets de ces nouvelles taxes? Ce sont les fonds d'investissement en premier. Ce sont les banques, les compagnies d'assurance, les entreprises multinationales, particulièrement celles qui ont des places de marché, qui ont des banques intégrées et qui donc font de la spéculation et donc sont susceptibles de payer plein pot la taxe sur les transactions financières. Et celles qui rapatrient leurs bénéfices à l'étranger, comme on vient de le dire, et qui seront sous le coup de la taxe sur le profit mondial. Pour les particuliers, 90 à 95% d'entre eux sont bénéficiaires, voire largement bénéficiaires. Les très hauts revenus n'y verront qu'un petit bénéfice, car on souhaite que l'abolition de la CSG soit compensée par une meilleure progressivité de l'impôt sur le revenu. L'idée, c'est de mettre les revenus du capital au niveau des revenus du travail pour les hauts revenus, et donc de ne pas empêcher l'accumulation, simplement de la freiner dans des proportions grandissantes à partir d'un certain point. On a le droit de s'enrichir en France, on aura toujours le droit de s'enrichir en France, mais la collectivité doit bénéficier de l'enrichissement de chacun. Voilà.
C'est un peu la philosophie globale de l'histoire. Donc après, Anis, si tu veux, je te laisse parler des niches fiscales et de l'évasion en général, et puis ensuite, tu pourras parler. Si je peux, juste avoir un tout petit mot, c'est par rapport aux revenus, l'idée de moins taxer le travail. Il faut comprendre que le revenu du travail a été taxé pour la première fois en France en 1914. C'est Joseph Caillaux, justement, qui a permis qu'on taxe pour financer la guerre, financer la dette de guerre. Ça n'a jamais été pour des grands projets sociaux. Et aux États-Unis, c'est la Fed qui a imposé aux États-Unis en 1913, justement, l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Pour payer les intérêts de la dette. Donc, je pense que c'est une bonne chose de revenir un peu sur l'histoire et justement d'annuler cet impôt qui est sur la sueur. Donc, après, les autres idées, toujours dans la même idée un peu que l'impôt sur l'argent qui dort, c'est l'impôt sur l'immobilier qui dort. C'est quoi l'immobilier qui dort? Alors, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 10%, 3 millions de logements qui sont vacants, qui ne sont pas habités du tout. Quand on dit vacant, c'est pas une maison secondaire. C'est vraiment une maison qui n'est jamais habitée pendant 2 ans. Donc, il y a 10% des personnes qui disent que le logement est pas payé, est pas habité, et donc ils payent une taxe sur ça, une toute petite taxe. L'idée, c'est de dire, cette accumulation de biens immobiliers qui ne sert à rien alors que les gens sont mal logés et qu'on a du mal à construire, il faudrait taxer. Alors, non pas les particuliers qui peuvent avoir des problèmes, on en a parlé tout à l'heure avec Olivier, pour pouvoir louer ou avec des locataires, etc., mais taxer tous ces institutionnels qui achètent des blocs d'immeubles à Paris. Il y a 9% à Lille, à Lyon et à Paris de logements qui sont inhabités. Ils les achètent pour justement une culbute financière, pour se protéger de l'inflation. Et l'idée, c'est de dire, on va vous taxer comme on a taxé l'argent qui dort, de 2,6%. Et comme disait Philippe, il disait qu'aux États-Unis, il y a une taxe sur l'immobilier à New York, donc que je ne connaissais pas, et il n'y a pas de logement vide à New York. Donc l'idée, c'est justement de libérer, alors sur les 3 millions, on doit travailler pour savoir combien sont détenus par des institutionnels et combien sont détenus par des privés. Mais l'idée, c'est de taxer cet immobilier. Notre but, c'est vraiment d'avoir 0 sur cette taxe. Parce que si on a 0 sur cette taxe, ça veut dire que tous ces logements sont dans le marché et les gens pourront se loger plus facilement. Cette taxe est un peu aussi pour les jeunes qui ont de plus en plus de mal à rentrer dans le marché immobilier. Donc voilà, c'est fait pour les aider eux. Anis, est-ce que moi je serais pour aussi, tu vois, dans les zones tendues, rajouter pour que dans les zones tendues comme Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, où les gens n'arrivent pas à se loger, les jeunes n'arrivent plus à se loger, les loyers sont dingues. Comme je disais tout à l'heure à Olivier en préambule avant l'émission, il y a quand même dans les beaux quartiers de Paris, on a 25% de logements inoccupés. J'ai un ami qui a un appartement rue des Rosiers à Paris. Il m'a dit, alors là, tu n'as que des logements inoccupés. Alors, depuis le Airbnb, il est tout seul dans l'immeuble. Tu vois. Donc déjà, tu en avais des inoccupés. En plus, tu as des Airbnb. Bon, ça, je pense que les Airbnb, on ne peut pas laisser faire. Hein. Mais il y a aussi des gens qui achètent et qui ne louent pas. Et moi, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est tripler la taxe foncière ou d'habitation, je ne sais pas quoi, foncière, par exemple. Et par contre, faire un bonus pour tous les autres Parisiens ou pareil pour tous les autres Bordelais, affecter ça pour que ce soit neutre fiscalement, mais que ceux qui ont des appartements pour rien, on leur fait exploser la taxe foncière ou d'habitation. Mais c'est la même idée, mais après, pour l'instant, je crois qu'avec Fabrice, on a dit qu'on essayait de viser que les institutionnels dans un premier temps. Mais je suis d'accord avec toi. Et les institutionnels, c'est les grandes banques, les compagnies d'assurance qui possèdent en gros des immeubles. Moi, je dirais que les gens... Il n'y a pas de résidence secondaire à Paris. Paris, c'est trop tendu. Lyon, c'est trop tendu. Johnny Depp qui veut sa résidence secondaire à Paris, par exemple, Place Dauphine, qui est la plus belle place de Paris. Maintenant, il n'y a plus que des acteurs, tu vois, qui ont ça, des acteurs étrangers. Et ben, en fait, il faut qu'ils payent très, très cher pour garder ça. Parce que s'ils veulent venir à Paris, mais qu'ils viennent à l'hôtel, il y a plein d'hôtels de luxe magnifiques, etc., mais pas qui captent les plus beaux biens de Paris pour ne jamais les utiliser. Tu sais, quand tu parles d'avarice à Nice, c'est vraiment l'avarice, quoi. Ils s'achètent la plus belle vue de Paris, mais ils y vivent jamais une semaine à l'année pour épater la galerie.
pour aller dans ton sens, je suis allé en Sardaigne, j'ai loué un superbe appartement, j'ai demandé combien il valait, c'était 150 000 euros. J'ai dit, je vais l'acheter, c'est pas possible. Il y a 10 000 euros de taxes par an si c'est ta maison secondaire. Donc, les Sardes, ils se logent très, très bien. Et j'ai dit, OK, je vais être très, très gentil. Je vais pas l'acheter pour y aller 2 semaines dans l'année. Je vais le louer. Ça va me coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que ces 10 000 euros. Donc, ça va un peu dans ton sens. Eh ben, ça va dans ce sens. Et en fait, les Corses ont le même problème maintenant que pourraient avoir les Sardes. Les Corses, quand j'ai mis ça, c'était les Corses et ceux qui ont le plus appuyé cette demande-là. Et donc là, je vois, il y a quelqu'un qui connaît Gisèle et qui parle de monnaie fondante. Et en fait, il dit que pour casser les usuriers, il faudrait qu'on ait une monnaie fondante. La taxe sur la monnaie dormante, c'est justement cette monnaie fondante. Mais comme pour l'instant, on n'est pas maître de notre monnaie, on parle de taxe sur la monnaie. Peut-être qu'un jour, la France deviendra souveraine sur sa monnaie et il sera possible de faire une taxe sur la monnaie fondante. Il faut juste mettre dans le protocole de la monnaie fondante. Et Bruno parle aussi de salaire indexé sur l'inflation. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, à condition que l'inflation soit honnêtement calculée, bien évidemment. Ouais, c'est un autre sujet. Et donc, sur les autres idées, alors, Philippe, je te laisse parler de l'impôt sur les sociétés modulées et la part d'assurance vie en capital investissement, si tu veux, vu que c'est ton idée. Ton micro, Philippe. Avec plaisir. Moi, je disais l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réinvestis doit être plus bas que l'impôt sur les sociétés qui est distribué en dividendes pour créer de l'emploi, de l'investissement, ce que l'on veut. Voilà. Et puis, moi, j'avais une autre proposition, c'est effectivement que 2% en échange de l'avantage fiscal de l'assurance vie, il y ait 2% de l'assurance vie, donc 32 milliards d'euros, puisque l'assurance vie, c'est 1600 milliards d'euros, 32 milliards d'euros qui aillent au capital risque. Une mesure simplissime qui ne coûte pas, parce que si on a 100 000 euros d'assurance vie avec 2 000 euros placés en capital risque, ça ne va pas coûter, ça va même rapporter. Et c'est aussi quand même normal, vu l'avantage fiscal qu'on a à placer en assurance vie. Eh bien, avec 32 milliards d'euros, la France devient aussi grosse que les États-Unis, aussi forte que les États-Unis, en fait, en termes de capital risque. Et ce qui nous manque pour créer plein d'emplois avec toutes les entreprises de croissance qui, finalement, vont se vendre aux Américains parce qu'il n'y a pas de montant suffisant pour faire cela en France, quoi. Voilà. Merci Philippe. Jacques, tu voulais ajouter quelque chose? Juste avant de nous expliquer à nos spectateurs que Olivier Delamarche a eu un problème de connexion, il s'est déconnecté un peu à la sauvage et il n'a pas réussi à se reconnecter. De toute façon, il était prévu qu'il nous quitte en milieu d'émission, donc voilà. Jacques? Oui, un mot. Moi, je trouve que c'est très bien toute cette réflexion et ces propositions. D'abord parce que ça met les objectifs qu'il faut, c'est-à-dire rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, c'est ça l'objectif central, et la fiscalité est un des moyens, ce n'est pas le seul, qui permet d'atteindre ce but. Donc ça, c'est la première chose. Une deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est de bien montrer quelles sont les conditions de la justice fiscale, quelques principes à respecter et le fait de privilégier le plus que l'on peut l'impôt progressif et de réduire l'impôt indirect. Autrement dit, l'impôt progressif, c'est l'impôt sur le revenu et l'impôt indirect, c'est la TVA. Et donc, je pense qu'avec ces éléments, on va intéresser pas mal de monde. Et c'est précisément la question, c'est-à-dire comment obtenir un soutien populaire à des projets de réforme fiscale. Je pense que pour y parvenir, il faut avoir une démarche systémique. Il faut éviter, et c'est d'ailleurs ce qui est fait, je trouve que c'est très bien parce que beaucoup tombent dans le travers des innovations ponctuelles en matière de fiscalité. Voilà, la solution miracle fiscale qui va résoudre les problèmes. En fait, la fiscalité doit être conçue comme un système avec des objectifs précis, et c'est la condition, me semble-t-il, pour qu'elle obtienne un soutien populaire. Dans ce que j'ai entendu, il y a 2 points sur lesquels je pense qu'il faut peut-être revoir la présentation. C'est la question de l'impôt sur le revenu.
Alors, l'impôt sur le revenu, d'abord, la moitié de la population ne le paye pas. Donc, c'est pour les classes moyennes et moyennes supérieures, l'impôt sur le revenu. C'est très bien d'annoncer une baisse de l'impôt sur le revenu parce que les classes moyennes, moyennes supérieures, ont été soumises à une grosse pression fiscale. Et donc, je pense que là, c'est un moyen de rassembler du monde vers un projet systémique, pas simplement pour la baisse de l'impôt sur le revenu pour eux, mais d'un point de vue global. Mais on laisse de côté, si on ne fait que ça, et c'est un peu comme ça que je comprends la réaction de tout à l'heure là d'un internaute, on laisse de côté les gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu et qui payent de la TVA, parce que le gars qui touche le RSA, il paye des impôts, il paye la TVA, c'est-à-dire en fait, c'est l'essentiel de l'impôt qu'il paye. Et donc, le fait d'annoncer qu'il y a en même temps une baisse de la TVA, je pense que c'est très important. C'est ce qui me paraît le plus important. Il faut qu'il y ait dans la présentation la mise en avant de la baisse de la TVA. Ça me paraît fondamental. Et puis, la question après du coût du travail, là, je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce que le coût du travail, c'est de l'idéologie, ça n'est pas de l'économie. Et le coût du travail ne donne aucun résultat. La baisse du coût du travail ne donne aucun résultat, nulle part, jamais. Des résultats marginaux en termes de création d'emplois. C'est de l'idéologie. Donc attention à ça parce que ça peut, il faut s'expliquer parce que là, il va y avoir, disons, une opposition de pas mal de gens, notamment du mouvement syndical, qui ne peuvent pas comprendre. Et puis, j'ajoute à cela pour terminer sur l'aspect systémique, moi je pense qu'il faut ajouter à ce qui est proposé ce que je propose de mon côté, la taxe que j'appelle Alibaba, la taxe Alibaba, parce qu'elle a deux innovations fiscales que je pense là il faudrait intégrer. La première innovation fiscale, c'est l'introduction dans le droit fiscal français de l'impôt de nationalité, c'est-à-dire l'impôt universel. Il n'existe qu'aux États-Unis et en Suisse pour l'instant. Et son principe, c'est que, où que soit la personne physique, elle paye de l'impôt, qu'elle soit résidente en France ou à l'étranger. Elle paye de l'impôt du fait de sa nationalité. Et donc ça, c'est très important pour les évadés fiscaux en particulier, parce que là, on les rattrape et on va les chercher. Et on a les moyens juridiques de les faire payer. Et puis, la deuxième innovation fiscale, c'est l'impôt de plafonnement de la richesse. Parce que les inégalités, là, il y a un tabou qui doit sauter. Hein. Les inégalités, ça s'attaque par les deux bouts. Il faut que les pauvres soient moins pauvres, mais pour que les pauvres soient moins pauvres, il faut que les riches soient moins riches. Il faut donc plafonner la richesse. Et j'ai fait une petite simulation sur les 86 milliardaires, personnes physiques. Là, il ne s'agit pas des entreprises, hein, il s'agit des personnes physiques. Sur les 86 milliardaires, eh bien, on peut plafonner la richesse à 1 milliard d'euros et organiser par tranche de 1 milliard un impôt de 0,5% par tranche de 1 milliard, un impôt progressif qui aboutit finalement au plafonnement de la richesse à 1 milliard d'euros. Alors, ça prend du temps. Le calcul, par exemple, sur Bernard Arnault, qui est à 86 milliards de fortune personnelle, eh bien, ça prend une centaine d'années. Donc, vous voyez, c'est quand même assez modéré. Alors, évidemment, rien n'empêche, après, un Parlement d'augmenter le risque, le taux d'impôt, etc. Je termine là-dessus en ajoutant une chose. À mon avis, il faut constitutionnaliser la baisse, le partage de la valeur ajoutée. Ça doit devenir une norme qui découle du principe d'égalité. Il faut qu'il y ait un partage de la valeur ajoutée qui soit acceptable et qui soit constitutionnalisé. Et le deuxième aspect, il faut constitutionnaliser, à mon avis, un plafond de la richesse autorisée.
Alors, si je peux répondre, je pense que je vais avoir une différence de point de vue sur cette question, Jacques. Pour moi, qui est travaillé sur plein de modèles, tout ce qui est max, quand on met un max, ça ramène beaucoup de bruit derrière. Ça ramène beaucoup de. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Bernard Arnault, pourquoi Drahi sont si riches. Et je pense qu'ils sont si riches parce qu'ils ont accès à la monnaie dette, au crédit. Et pourquoi d'autres sont aussi riches? Parce qu'ils ont accès ils empruntent à 0%, ils achètent sur des actions qui touchent des 3% de dividendes et ils sont protégés par la Banque centrale. Donc, je pense que plutôt que de rendre un max sur l'argent qu'ils peuvent emprunter, moi, je dirais qu'il faut revoir la création monétaire et réorienter le crédit. Déjà sur les personnes, sur leurs projets. La Société Générale, on sait qu'elle est mal au point parce qu'elle a prêté des milliards et des milliards pour le gaz de schiste aux US, qui est de la création monétaire d'argent français. C'est-à-dire qu'il nous appartient à tous cet argent parce qu'ils ne l'ont pas, la SG. Donc, il appartient à tout le monde. Elle en est juste responsable, sauf quand il y a une crise, c'est que nous tous qui en sommes responsables. Donc, l'idée, c'est juste de dire, on va essayer de réorienter le crédit et quelqu'un comme Draghi, que ce soit à titre personnel ou via les parts qu'il possède dans chaque entreprise, il ne peut pas emprunter à lui tout seul 55 milliards. Mais ça ne va pas. Et 55 milliards sur une seule personne, non, c'est pas possible. Et parce que cet argent, il nous appartient à tous. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que, par exemple, sur l'immobilier, les banquiers, ils sont lazy, ils sont feignants, j'ai envie de dire. Ils prennent plus de risques. 60% de l'encours de crédit, 60%, 1200 milliards, est sur l'immobilier. Donc, ils ont créé une bulle de l'immobilier qui fait du mal aux jeunes, à la jeunesse, qui rentre et qui se voit locataire à vie, à payer des loyers à comme ils disent eux, des boomers. Voilà, comme s'il y a des jeunes qui nous suivent, au moins ils vont suivre. Et je pense que c'est ça qu'il faut rechanger en fait. Il faut rechanger les règles. Donc c'est la réorientation du crédit plutôt que du maximum. Je suis d'accord, mais ça ne s'oppose pas. Moi, je parle de patrimoine et pas simplement de revenus, parce que la fiscalité en général, et la fiscalité française en particulier, ne s'occupe que des revenus ou des différentes transactions, mais jamais du patrimoine. Or, la source principale des inégalités n'est pas dans les revenus, elle est dans les patrimoines. Ce sont les patrimoines qui génèrent les inégalités les plus importantes. Il y a donc quelque chose à faire sur les patrimoines, pour les très hauts patrimoines. Moi, je place la barre à partir de 1 milliard d'euros de patrimoine. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Jacques, même quand c'est une entreprise dont ta part vaut 1 milliard, mais ce milliard, tu ne l'as pas, et donc là, tu vas demander 5 millions d'euros par an de taxes. Oui. Alors, pardon, 2 milliards, parce qu'il y a 1 milliard d'abattement, c'est ça, j'ai bien compris. Et au-delà du premier milliard, donc s'il y a un autre milliard, c'est 5 millions de taxes par an. Donc, ça veut dire que si, en étant patron de ma boîte, je me paye 5 millions d'euros par an, tout part dans cette taxe. Non, ça veut dire, en effet, que la possibilité de payer en nature est autorisée. On a bien connu ça pour certains au moment de l'ancien impôt sur la fortune. Certains n'étaient pas liquides et ne pouvaient pas payer en cash. Donc, ils étaient obligés de vendre pour payer l'impôt. Ben oui, si on veut que la richesse, que le patrimoine décroisse, il faut obliger les gens à vendre ou à donner. Par exemple, dans le patrimoine, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle patrimoine. Il y a les titres, actions, obligations, parts de fonds divers, le cash, il y a les bijoux, il y a les tableaux, il y a l'immobilier. Voilà, c'est ça la fortune. Et à partir de là, eh bien, pour payer, le gars, il peut donner un tableau au musée de sa ville. Il peut donner une maison à la commune, à la région. Il y a différentes façons de faire. Et s'il faut vendre des titres, notamment des actions, parce que en fait, le plus important, ce sont les actions, parce que derrière, il y a de l'économie réelle. Eh bien, rien n'empêche la Banque de France, comme elle a pu le faire dans le passé, de jouer un rôle d'intermédiaire ou de portage pendant un certain temps, si le type veut vendre des actions de sa boîte sans modifier le pacte d'actionnaire. C'est-à-dire, là, il faut une tierce partie neutre qui soit actionnaire, qui ne vienne pas bousculer, bouleverser les équilibres. Parce qu'on est d'accord qu'on va chercher à préserver, ou en tout cas à redynamiser un capitalisme familial, d'entreprise familiale, plutôt que les fonds d'investissement, la bourse. Tout à fait, absolument, absolument.
Mais en même temps, ça ne peut pas être un prétexte à l'accumulation de richesses obscènes, comme on l'observe aujourd'hui. Ok. Je peux dire un petit mot? Bien sûr. Bon. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec les taxes sur 1 milliard d'euros, même si c'est obscène et que ça pose un problème. Ça pose un problème grave, c'est que je pense qu'en fait, ces gens-là ont complètement pris le contrôle du monde aujourd'hui. Ils ont pris le contrôle des médias, ils ont le contrôle des réseaux sociaux, ils se rejoignent à Davos pour discuter, se mettre plus ou moins d'accord, et de toute manière, ils ont les mêmes idées. Je pense qu'en plus, ils vont pas très bien dans leur tête, comme disait Emmanuel Todd, parce que quand on a 10 milliards d'euros ou 100 milliards d'euros qu'on peut tout acheter, ben, c'est pas si simple de vivre avec ça. On peut tout acheter tout le temps, même si on les plaint pas. Et donc, on a un problème majeur de gens qui sont en train de gérer le monde. On a une espèce d'oligarchie qui est en train de gérer le monde. En fait, on parlait des oligarques russes. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a 10 ans, on a des oligarques français qui tiennent tout et qui tiennent même les politiques, on peut le dire. Je veux dire, c'est eux qui ont fait Macron. Et là, on a un problème grave, quoi, en fait. Très grave. C'est Nietzsche qui disait c'est une pathologie. Il y a 2 types d'accumulateurs. Il y a ceux qui accumulent par défi contre la mort et ceux qui accumulent parce qu'ils ont peur de la mort. Donc ça, il y a les avares et les cupides, en gros. Et c'est eux qui détiennent le monde. Voilà, on est dans un monde d'accumulation et je pense qu'il faut prendre le problème à la racine. Le problème à la racine, c'est justement comment ces gens, quelle a été leur arme qui leur a permis d'accumuler autant. Avant, c'était par les vraies armes, ou même aujourd'hui, de temps en temps, il y a des petites guerres un peu néocoloniales, on va dire. Mais principalement, c'est plus par les armes, c'est par la dette, par l'annihilation par la dette, par l'usure, par l'intérêt et par la mondialisation. Par la mondialisation, et en ce moment, on a un glissement. C'est qu'avant, c'était des intérêts purs. Maintenant, c'est plus de l'intérêt, c'est de la création monétaire. C'est-à-dire que si on pense à Le Goff, qui parle du vol du temps, en reprenant les scolastiques du Moyen-Âge, c'est fini. Avant, on volait le temps par les intérêts, maintenant, on vole le temps par la création monétaire des banques centrales. Et ça, à la fin, il n'y a rien de magique. Qui le paye? Ben, c'est les gens normaux, quoi. C'est tous ceux qui. Alors, justement, tu m'offres, Anis, une transition rêvée, puisqu'il nous restait 2 points à soulever dans ce qui sera ta feuille de route. C'est cette fameuse création monétaire, autrement appelée planche à billets. Les mainstream disent qu'il est hors de question de remettre en place la planche à billets. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle n'a jamais disparu, elle a juste été privatisée. Il s'agirait de la renationaliser, mais pas pour financer, raser gratis jusqu'à la fin des temps, en se disant que ça ne générera pas d'inflation et qu'on va pouvoir y aller, mais en reprenant le système un peu des conventions qu'il y avait sur des sommes qui sont limitées, qui peuvent être décidées par le Parlement. Nous, on table sur 3% par an, c'est-à-dire c'est une croissance soutenable de l'économie. L'idée, c'est d'indexer la création monétaire souveraine sur la croissance de l'économie, une croissance évidemment soutenable, donc ni trop haute ni trop basse, quelque part entre 2,5 et 3. Ça correspond au déficit autorisé par Bruxelles, donc évidemment dans notre plan, Bruxelles n'existe pas. Mais donc ça pourrait, si la France se tenait à un déficit annuel de 2,5-3%, bah, ça permettrait de le financer sans nouvelle dette et donc d'éroder petit à petit le stock de dette qu'on peut faire rouler sans en créer de nouvelles. Même si Jacques a raison, il n'y a pas de raison d'en faire de nouvelles si c'est pour des véritables investissements productifs qui vont créer de l'emploi. Mais donc voilà, l'idée c'est de ne pas proposer une planche à billets non raisonnable, mais quelque chose de décidé par la représentation nationale. Mais en tout cas, rouvrir, briser ce tabou de la création monétaire souveraine. Alors après, ça peut passer par un fonds. En tout cas, voilà, il faut que ce soit de l'argent injecté dans l'économie pour des motifs excessivement productifs, strictement productifs. Et là, on a un commentaire qui nous dit ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'UE. Ah, j'allais dire. Nous sommes tous d'accord ici. C'est une évidence qu'il faut sortir de ce cadre pour pouvoir faire tout ça. Et par contre, Fabrice, ce que j'aimerais dire, toi, tu parles de planche à billets, je dirais que c'est même pas une planche à billets. En gros, c'est la récompense de l'État pour la croissance dont il est censé apporter à tout le monde. Donc, s'il est censé apporter 2,6% et faire croître la monnaie de 2,6%, la masse monétaire de 2,6% en cours de crédit équivalent, c'est dire à l'État, voilà, on va offsetter la croissance que tu as générée et pour avoir un équilibre des prix et pour que lui se libère du diktat des marchés, qu'il n'ait pas à aller emprunter
comme il le fait depuis 1974, la première fois où il a eu un déficit, il a dû aller dans les marchés empruntés. Si l'État avait eu cette subvention de la Banque de France, ou s'il l'avait de la BCE, on n'aurait quasiment pas de dette publique, on n'en parlerait même pas aujourd'hui. On aurait évité l'effet boule de neige pendant les années 90 et on aurait peut-être 1000 milliards d'euros de dette en moins, si ce n'est pas plus. Exactement. Est-ce que ça va à tout le monde? Notre dernier point, je pense, ira à tout le monde aussi. On n'a pas détaillé pour le moment, mais l'idée, c'est de relancer la grande idée gaulliste, mais pas seulement, de la participation. Donc, lier le sort de l'entreprise à celui des salariés, leur donner du pouvoir d'actionnaire, leur donner accès à un certain nombre de nouveaux avantages. Qu'est-ce que vous auriez, vous, comme commentaire à faire là-dessus? Donc, je rappelle que c'était un grand projet de Gaulle qui a sauté en 68-69 et qui depuis est évoqué à droite à gauche, mais sans jamais être réellement mis en place à grande échelle. Philippe? Oui, alors on pourra en parler. C'est vraiment bien la participation. En plus, moi, je suis un gaulliste, donc naturellement, ça m'intéressait de le regarder. Ça a quand même des travers, donc il faut le mettre en place dans des conditions très particulières. Mais il faudrait qu'on en discute. Parce qu'en plus, une entreprise, si ça devient la démocratie en entreprise, ça ne marchera pas, quoi. Voilà. Une entreprise doit avoir un chef, alors qu'au niveau public et politique, là, on doit être en démocratie. Et c'est autre chose. Donc, il faut faire très attention à la façon de la mettre en place. On peut le faire, et ça peut être intéressant, mais il faut faire un petit peu attention. Mais ça nécessite un vrai débat, parce qu'il y a plein de sujets qui s'entrecroisent, quoi. Voilà. Alors après, tu peux moduler des actions, le nombre de voix par action, tu peux faire des il ne faut pas que ça devienne la démocratie. Je pense que si l'entreprise est démocratique, elle ne fonctionne plus, quoi. Tu vois. Alors, pleinement et totalement démocratique, je te suivrai, mais y mettre une dose et notamment des représentants des salariés dans le conseil d'administration, ça peut être une bonne chose pour ouvrir, pour donner plus de transparence. Oui, non, mais ça, c'est génial. Mais il y a des défauts, hein. La participation a aussi des défauts, donc il faut bien la mettre en place, sinon ça peut nous péter à la gueule. Mais moi, je suis totalement pour, mais faire très attention. Ouais. Avec prudence. Jacques? Oui, ça, c'est un sujet à étudier et je pense qu'il faut distinguer le cas des entreprises cotées des entreprises non cotées parce que ça n'a rien à voir. Dans le cas des entreprises cotées, avoir des actions finalement serait noyer les poissons parce que la logique aujourd'hui est une logique de maximisation de la valeur boursière. Alors attention, parce que l'association capital-travail n'est plus du tout de même nature qu'au moment de Charles de Gaulle, parce que l'objectif de la participation, c'était l'association capital-travail. Alors, c'est concevable dans une entreprise non cotée, ça ne l'est plus, si ça ne l'a jamais été, dans une grande entreprise cotée, parce que les actionnaires sont des fonds de pension essentiels, dont l'objectif n'est pas le développement de l'entreprise, mais encore une fois la maximisation de la valeur boursière pour une rotation du capital très rapide. Donc avoir des actions dans un cadre de cette nature pose des problèmes. Bon, bref, il faut vraiment… Ça permet de stabiliser le capital de l'entreprise, justement. Non, pas du tout. Ça n'a aucune chance parce que, par exemple, à la Bourse de Paris, le poids des investisseurs non résidents est quasiment de 50%. 50%. Dans certains groupes français, à la base, c'est 60, 70, 80%. Qu'est-ce que tu veux que viennent faire des salariés qui possèdent quelques actions dans un univers comme cela? Ça n'a pas de sens. Enfin, voilà, il faut réfléchir à ces deux aspects. Je pense que je suis un peu du même avis. Moi, plus que faire du salarié un capitaliste, pour reprendre le mot, tu vois, c'est pas un mot que j'utilise souvent, capitaliste, mais un détenteur de capital. Ça veut dire que s'il part demain, il aura encore son action, etc., alors qu'il est plus du tout impliqué, donc il devient un actionnaire parmi d'autres qui profite du travail des autres. Moi, je suis plus
ce qui marche le mieux. C'est incroyable. Même dans les quartiers, j'ai vu, ils reprennent ces mêmes principes quand ils vendent ce qu'on appelle des bots de trading. C'est incroyable. C'est ce que font les hedge funds. C'est je travaille pour vous, mais je vais prendre 20% des profits pour moi et on doit redistribuer au moins 20% du résultat aux salariés en plus de leur salaire. Voilà, c'est des gens qui humainement participent et il faut des garde-fous parce que quand on regarde, j'ai fait des petites recherches sur Valeo à l'époque parce que ils viraient des gens. Quand j'ai regardé ce qu'ils faisaient du rachat d'actions, et ils ont fait des rachats d'actions pour justement donner ces actions aux actionnaires. Donc c'était bien du marketing social. Et en gros, les 10 plus gros salaires ont pris quasiment 50 à 60% de la somme. Donc, il faut bien sûr faire en sorte que la redistribution aux salariés soit beaucoup plus équitable. Et chacun puisse profiter du fruit de son travail et qu'il soit intéressé justement purement aux bénéfices de la société. Très bien, merci Anis. Alors bon, ta feuille de route sera complétée par des éléments sur des propositions concrètes contre l'évasion des dividendes, parce qu'il y a plein de manières d'évader ces dividendes pour ne pas payer l'impôt, les luttes contre les arnaques à la TVA, avec des cascades de filiales, bon, l'évitement fiscal en général, hein, pudiquement appelé arbitrage. Et on va finir, je pense, sur ce dernier point. Tout ce qu'on vient de proposer là, on sait que la finance est très créative, on sait qu'ils n'hésitent pas à être à la lisière du droit, de ce qui est permis, à tomber un coup côté pile, un coup côté face. Ça nécessite une intention particulière, ça nécessite des sanctions adaptées, c'est-à-dire qu'il y a un des slogans de Marc Chenet, il nous l'a pas dit tout à l'heure parce qu'il n'a pas pu rester très longtemps, mais c'est micro-taxe, maxi-amende, voire éventuellement aller jusqu'à la case prison pour ceux qui auraient détourné des très grosses sommes. Donc tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut des gens spécialistes, il faut des gens à qui on donne les moyens de faire des enquêtes sérieuses, d'aller au bout de leurs enquêtes, des gens qui sont protégés, des gens qui ont intérêt à aller au bout d'une enquête très complexe parce qu'ils vont être rétribués en conséquence, un peu comme des chasseurs de primes au sein de commandos. Alors, on peut imaginer des commandos à l'AMF, l'association, l'autorité des marchés financiers, à Tracfin, à Bercy contre les évadés fiscaux, contre la fraude en général. Donc, à Nice, je te laisse. Oui, tu les connais bien parce que en tant que voilà, tu as pu être contrôlé par eux à une certaine époque et voir que leur contrôle valait pas grand-chose, faute de moyens, rien du tout, faute de tout. Que ça soit en Angleterre ou ici, ça vaut rien du tout. Mais en fait, c'est pas de leur faute, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. L'AMF sont des gens très compétents. Pour la plupart, c'était des anciens traders ou qui étaient en plein dans la finance, mais qui ont très peu de moyens et qui doivent s'orienter vers quelques enquêtes et qui délaissent tout le reste. Et je pense qu'il y a moyen de faire en sorte d'équiper. Au lieu de réduire le nombre de fonctionnaires à Bercy, il faudrait au contraire augmenter, mais les spécialiser justement pour faire des raids. Parce que il y a Anne qui dit que lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec le PDG Danone, elle nous trouve un peu trop optimistes. J'ai envie de dire parce que les gens qui nous gouvernent sont très dociles avec ceux qui les ont mis en place. Donc moi, ce que je dirais, c'est que si un gouvernement qui est fort, un gouvernement qui travaille vraiment pour le peuple et pas pour ses poches, fera en sorte que on aille chercher l'argent où il est, quoi. Et pas de place pour les tricheurs. Alors, moi, je suis pour que les gens fassent de l'argent, fassent autant d'argent qu'ils veulent, s'ils veulent, sans écraser les autres. Mais si en plus de ça, ils trichent, il faut les attraper où qu'ils soient. Alors, moi, ça me va comme conclusion. C'est un peu violent. Donc voilà, si vous n'avez rien à ajouter, je pense qu'on peut s'en tenir ici. Ça fait un peu plus de 2 heures que ce deuxième Conseil des ministres a commencé. Un grand merci à vous quatre, à Olivier Delamarche qui est resté longtemps avec nous, qui a dû nous quitter, à Marc Chenet qui est intervenu aussi,
Je veux juste dire que demain, il y a un comité citoyen. J'ai oublié. Il y a un comité citoyen demain. Et donc, c'est sur Discord pour ceux qui veulent le dire. Alors, c'est des Discord privés à Nice. Hein. Voilà, à Nice a rendez-vous avec son comité citoyen tiré au sort. S'il y en a qui suivent là, c'est. Voilà, s'ils sont devant leur écran, qu'ils n'oublient pas demain leur rendez-vous avec toi. Pour ceux qui nous regardent, vous pouvez vous inscrire au comité citoyen du Gouv, choisir un ou plusieurs ministères sur notre site, rubrique Impliquez-vous. Vous pouvez aussi faire un don pour nous aider à continuer cette belle aventure. Merci à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Bonne fin de soirée et à la prochaine. À très bientôt pour d'autres actualités du Gouv. Salut, à bientôt. Merci à tous et bonne soirée.